Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et réunis, oui, je suis réuni avec un certain Théodore de Saint-Remy, un ancien Racingman. Il est là avec nous aujourd'hui pour parler bien sûr du rugby. Comment tu vas mon ami Théo? Mais écoute, moi je vais super bien, je vais surtout bien quand je t'entends, mon cher Thierry. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas parlé autour de ce pod et je t'ai entendu faire les petites émissions de rentrée. Je me suis régalé en écoutant celle avec Didier Plana et puis maintenant voilà, on repart pour une saison tambour battant comme d'habitude et on est super content de partager ce petit moment autour de notre passion ovale. Exactement, exactement. Merci le dernier épisode avec Didier Plana. Comme toujours, un vrai plaisir. Je pense que c'est la 4e année qu'on fait ça avec lui. Quand même, c'est super sympa d'avoir un avis pro quand même. Vidéo analyste pour USAP, ça fait vraiment plaisir qu'il passe du temps avec nous pour faire le tour de toutes les équipes. Et aussi un grand merci pour le merci d'un certain Adrien qui nous a fait un petit mot sur Instagram, qui était très gentil, qui était très content de nous retrouver. Comme moi, je suis content de te retrouver, mon cher Théo. Petit mot, par contre, on va parler rapidement de notre cher Charlie, qui n'est pas là avec nous depuis un certain temps et on voulait vous expliquer un petit peu, c'est à cause des raisons, on va dire, médicales, donc il ne peut pas être avec nous. En ce moment, on pense bien fort à lui et surtout cette semaine. Donc moi, je suis américain, je crois bien dans des positive, vibrations et des, good vibrations et tout ça. Donc si tout le monde peut faire un petit pensée pour notre cher Charlie dans les semaines à venir, ce serait que bénéfique pour lui. On pense bien fort à notre cher ami. Ouais, il n'y a pas que les Américains qui pensent à la solidarité de cœur, de pensée, de prière. Les Américains l'utilisent beaucoup, hein, et puis on se souvient dans les situations dramatiques, c'est souvent évoqué. Même si Charlie, voilà, c'est certainement une autre voix que celle du ciel, puisque lui, son truc, c'est plutôt le métal. Mais ça, Mm. on lui en veut pas du tout. Et effectivement, on pense super fort à lui. Et voilà, moi, j'ai aussi un ami avec qui j'avais beaucoup préparé la Heritage Cup, qui a ce genre de soucis également en ce moment. Donc voilà, on a une communauté de copains à laquelle on pense, on se serre les coudes, on pousse dans la mêlée avec eux et on espère les revoir et leur reparler super vite quand ça ira mieux. Et voilà, on pense bien fort à notre cher Charlie. Écoute, ça fait un petit moment, on ne s'est pas parlé, mon cher Théo, mais en fait, c'était un été quand même, on va dire, difficile. Depuis le début, en fait, de ce podcast, on est toujours là pour le plaisir de notre sport et de se rejoindre. Mais en fait, heureusement, on n'avait pas de podcast planifié pendant cet été parce que c'est entre l'affaire de Jean Munier, les 2 joueurs accusés de viol, le mort du jeune Mehdi Nergessi, c'était quand même un sacré été pour le rugby français quand même. Oui, c'est une avalanche épouvantable de catastrophes et de nuages noirs sur le rugby. Et à la fois, je trouve qu'il faut pas tout mélanger. C'est 3 épiphénomènes, chacun assez grave pour être pris indépendamment. Et on peut pas les mettre tous dans le même sac, hein. L'affaire Jaminet, c'est lamentable et c'est manifestement un regret assez rapide après un moment d'ébriété et une confusion totale. Aujourd'hui, il semble être sur le chemin du redressement puisqu'il est de retour à l'entraînement. Il va faire des travaux d'intérêt généraux. Je pense qu'il a compris et je pense que tout le monde peut apprendre de ses erreurs. Celle-là était grossière et effectivement assez catastrophique en termes d'image pour le 15 de France et pour lui-même. Voilà, j'espère que ça représente pas ses valeurs. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc, moi, j'ai envie de le croire et j'ai surtout envie que ça serve de leçon à beaucoup de gens. Après, l'histoire des 2 gars, c'est une affaire judiciaire en cours. On n'a pas besoin de revenir dessus. Ce qui est très frappant, c'est finalement que ça ait été possible. C'est-à-dire que ce qui m'interpelle moi, c'est que l'encadrement au bout du monde avec des joueurs aussi jeunes. Et on connaît les dérives, hein, du rugby qui peuvent exister sur ce sentiment d'impunité, de toute puissance, d'avoir besoin finalement de se lâcher après avoir mis beaucoup d'énergie et de pression dans un match, etc. Ça peut donner lieu à des excès. Et là, ça a été voilà, probablement beaucoup, beaucoup trop loin. Et encore une fois, on ne peut pas juger cette affaire-là. Ce qui est surprenant, c'est que ça a été rendu possible et qu'il n'y ait pas une charte qui protège les joueurs contre eux-mêmes et que tout ce qui a mené à ces événements n'ait pas été rendu impossible avant par une espèce de discipline comprise, intégrée et tout à fait
au-dessus en fait de ses possibilités. On n'est plus dans les années 70, quoi. Le rugby n'est plus un sport amateur, la société n'est plus la même non plus. Donc, quelle que soit l'issue de ce procès, et ce qu'on espère, c'est que tout le monde en sorte le mieux possible, que ce soit la victime présumée ou les coupables présumés. Le mal ne se contemple pas. On a juste envie que ça n'ait pas existé, ça a existé. Espérons que ça se finisse le mieux possible. Quoi qu'il en soit, ça pose quand même des questions sur l'encadrement, et je pense qu'elles ont été posées par la Fédé. J'espère qu'ils en tireront des conséquences. Et puis, voilà, l'affaire de Mehdi Nargissi, là, on n'a pas de mots, hein. On n'est papa, toi et moi. On se doute de ce que ça peut représenter pour sa famille, pour ses amis, pour tous ses proches. Et c'est un désastre absolu. C'est manifestement de l'imprudence en série. Et en même temps, on se met aussi à la place de ces éducateurs qui ont été là, qui ont merdé manifestement et qui forcément ne voulaient pas un truc pareil. Donc là aussi, tout le monde est profondément malheureux, dépité, et il faudra également en tirer les enseignements. C'est effectivement ce qu'on appelle parfois annus horribilis, hein, en latin. C'est là où Chirac, de façon plus prosaïque, disait les emmerdes, ça vole en escadrille. Voilà, c'est de temps en temps, c'est la loi des séries, c'est infernal. On espère vite remonter à la surface, respirer un grand coup et que les enseignements soient tirés de tout ça. J'espère que j'ai pas été trop long, mais voilà, tu m'as demandé mon avis, j'ai essayé de le résumer comme ça. Merci, mon cher Théo. Je pense que la seule chose que j'ajouterais, c'est que pour tout le monde qui a envie de mettre un petit mot sur les réseaux, je trouve qu'il faut se calmer un tout petit peu, parce que parfois c'était assez affreux. Oui, c'est des histoires trop tristes pour les traiter avec une phrase et des jugements à l'emporte-pièce. C'est trop grave en fait. Donc faut rester à distance, respecter la peine des gens. Et puis voilà, je crois que c'est surtout ça. Comment tu sens quand même le président Florian Gris, comment il a traité les sujets? Parce que je vois des choses passer aussi, des critiques, et aussi en même temps certaines personnes qui disent plutôt pas mal, dans le sens il a pas mal géré toutes les situations difficiles. Écoute, moi je trouve qu'il a essayé d'être à la hauteur autant que possible. Il s'est rendu en Argentine. Après, il n'a pas été en Afrique du Sud parce qu'on lui a dit, ou en tout cas il a compris que sa présence n'aurait rien apporté, qu'elle n'était pas souhaitable. Visiblement, ça lui est un peu reproché par les proches. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Ce qui est certain, c'est que ces équipes d'encadrement, que ce soit celle de la tournée en Argentine ou celle de la tournée des jeunes en Afrique du Sud, ce sont des cadres de la Fédé qui, pour beaucoup, étaient là avant lui. Certains seront là après lui, sauf ceux qui perdront leur job dans cette affaire, dans ces affaires. Et je ne crois pas qu'on puisse... sur un an de présidence ou un an et demi de présidence, je ne sais plus exactement, incriminer qui que ce soit. Et si c'était un autre président, j'aurais tendance à dire que s'il avait fait un ménage intégral avec 100% de nouvelles têtes à tous les étages, on pourrait lui dire « c'est toi qui t'es trompé sur les castings ». Il me semble qu'il a pris une fédération qui avait des défauts, des qualités, mais qui avait des cadres. Certains ont été reconduits, d'autres certains changés, mais il n'y a pas eu une grande purge à l'arrivée de Florian Grill. Donc ça me paraît difficile de le mettre lui en accusation. En revanche, c'est lui ou le prochain président, parce qu'il y a des élections à l'automne, qui devront porter les enseignements de ces crises-là, les transformations nécessaires, et les porter de façon extrêmement profonde et extrêmement sérieuse. Moi, ce que j'ai vu de Florian Grill pour l'instant, c'est quand même quelqu'un de sérieux, d'engagé. C'est un gars qui est chef d'entreprise par ailleurs, qui est habitué à porter, il me semble, des projets et des choses. Et moi, j'avais lu son programme, et pour être honnête aussi, je l'avais plutôt soutenu à ma toute petite place de licencié, parce que je trouvais qu'il fallait faire un peu balle neuve, et je suis toujours convaincu que c'est plutôt l'homme de la situation. Je ne suis pas du tout sûr qu'on aurait mieux avec un autre, même si, comme tout le monde, il n'est pas parfait, et peut-être qu'il a fait des erreurs. Bon, on va parler un peu de ce qui se passait sur le terrain, parce qu'il y avait quand même 3 matchs de l'équipe de France cet été, avec 2 victoires, 1 contre Argentine, 1 contre l'Uruguay. Tu te souviens de quoi, en fait? Moi, j'avais vu que Baptiste Serin avait plutôt performant. Il y avait Frisch aussi qui était en bleu pour la première fois. Un certain Théo qui a marqué 3 essais, ou 3 essais. Tulagi aussi. Est-ce qu'il y avait des choses pour toi qui sortaient de cet été? J'ai noté un peu les mêmes choses que toi. Pour moi, effectivement, la grosse info, c'était Antoine Frisch, qui a un destin absolument extraordinaire, puisque c'est quand même le seul Français qui s'est révélé en Irlande et qui arrive maintenant en équipe de France. Donc, je trouve que c'est une très, très belle histoire. Pour le reste, je vais être honnête, les événements à côté du rugby ont
totalement masqué la chose, donc j'ai rien retenu du tout, Exactement. parce que j'étais en overdose là, et j'étais dégoûté par la situation. Donc c'est ça aussi l'enseignement, c'est que quand on porte le maillot de l'équipe de France ou quand on est un joueur professionnel et qu'on porte soit la tunique d'un club professionnel, soit le maillot de son pays, on a un devoir en fait. On a un devoir envers les fans, on a un devoir envers son sport, on a un devoir envers sa passion, envers soi-même. Et ce devoir-là, quelle que soit l'issue de toute cette affaire, manifestement, il l'avait oublié. Donc la jeunesse n'excuse pas tout. Moi, je pense que cette tournée, elle est complètement à jeter à la poubelle. On n'en retiendra rien sur le plan sportif, tout simplement parce que ça a été éludé par le reste. Et c'est le grand enseignement de cette affaire. C'est que la star au rugby, ça doit être le rugby. Ça doit être la passion, ça doit être le sport. Et on n'a pas le droit d'avoir des comportements qui détournent le regard des fans, parce que les fans, quand ils se lèvent à 5h du mat ou qu'ils se couchent à 2h du mat pour voir un match à l'autre bout du monde, en fait, c'est leur fenêtre sur la liberté, sur la jeunesse, sur les souvenirs, sur la fête qu'est vivre une passion. Donc, c'est aussi pour ça que je leur en veux un peu à tous. Ouais. Bon, écoute, on va changer un peu la page. On va parler des bonnes nouvelles qui sont sorties de cet été quand même. Ça veut dire les Jeux Olympiques et le rugby à 7 qui a, comment on dit en anglais, captured our hearts, et surtout un certain Antoine Dupont avec 4 essais en 5 matchs, un doublé en finale, un truc de fou. Ça démarrait avec un pool assez difficile. Le premier match nul contre USA. Après, on a gagné de toute justesse de Uruguay. On a perdu contre Fidji. C'était pas évident. On a fini le pool avec un goal différence de 0. Et franchement, c'est pas pour toi, mais j'étais pas du tout en confiance en sortant de ce pool. Non, les matchs de poule étaient très angoissants et je pense que eux aussi ils étaient angoissés et du coup très concernés. Et comme souvent, quand on commence mal une compétition, ça permet de se resserrer sur ses angoisses, de se forcer à être meilleur pour passer le tour d'après. Et je crois que rétrospectivement, on peut se dire que c'est le meilleur mauvais premier tour qu'ils pouvaient faire parce que ça les a quand même portés. Ouais. C'est vraiment parce qu'on ne pouvait pas être pire en fait, parce que s'ils ont été pires, on n'était pas dans les playoffs. Allez, dans le démarrage des playoffs, le quart de finale, en fait, première mi-temps superbe avec 3 essais, 21-0 contre les Argentins, qui, par contre, eux, ils reviennent à la contre-attaque. C'était 26-14 à la fin quand même, avec l'essai de Dupont, qui devient vraiment notre sauveteur dans son finale. Après, c'était Afrique du Sud, un match très, très serré jusqu'à la 11e minute. Et c'est pas Antoine Dupont qui va gagner ce match, mais c'est le doublé de Ryan Rabadge aussi, donc 19-5 dans ce match-là contre Afrique du Sud, tellement intense aussi. Incroyable ces 2 matchs. Ouais, les 2 matchs étaient dingues. Dupont est culotté de partir à l'essai sur le dernier essai en quart de finale parce que il menait et cet essai n'était pas forcément utile. Et s'il s'était fait choper le ballon ou s'il n'avait pas marqué, ils auraient pu marquer en compte de l'autre côté. Je pense qu'on en aurait beaucoup parlé. Mais voilà, c'est un taulier, c'est un champion. Il avait vu que cette opportunité s'offrait à lui et il l'a réussi. Le stade était complètement en fusion. Je pense que beaucoup de gens qui m'en ont parlé après, puis on en reparlera après la finale, on dit qu'ils avaient vécu quelque chose d'absolument incroyable au Stade de France. Et puis l'Afrique du Sud, c'était un match effectivement hyper serré, qui était très angoissant parce que, comme toujours, les Sud-Africains fidèles à leur réputation, qui sont à la fois athlétiques, costauds, qui lâchent rien. Enfin, c'est toujours très très dur de les battre. Et puis, il faut quand même dire aussi qu'on a un petit peu la chkoumoun face aux Sud-Africains ces derniers temps sur les phases finales. Donc, ils ont vaincu le signe indien à ce moment-là. Et je pense que arrivant là en finale, ils avaient fait le plus dur. Ils étaient médaillés de façon certaine. Au pire, s'ils perdaient, ils perdaient contre les champions olympiques en titre qui étaient les Fidjiens, qui sont les légendes de ce sport. Donc ils sont arrivés aux portes de la finale avec rien à perdre. Tout à perdre, mais aussi rien à perdre parce qu'ils avaient finalement forcé la porte de leur rêve en étant sur le terrain pour disputer cette médaille d'or. Ouais, et donc sa finale, c'était 7-7 à la mi-temps, et puis voilà, c'était Dupont time, 2 essais en 2 minutes pour la victoire et la médaille d'or. Et franchement, j'ai juste vibré tout au long de ce premier des 7 là, c'était incroyable. En fait, cette victoire, elle est bon, sur le terrain, elle est magnifique, elle est incroyable parce que la rentrée de Dupont, la stratégie du coach de le faire rentrer en cours de match à chaque fois, on pouvait un peu interroger parce que c'est tellement court comme effort. On se dit pourquoi se priver de Dupont dès le début alors qu'il est si fort physiquement, etc. Et puis en fait, il avait raison. C'est vraiment
un facteur X, hein, comme on dit, et il déséquilibre par son talent, par sa force, par la crainte qu'il inspire les équipes qui sont déjà en place. Et je pense que ça a marché comme ça. Il a eu un petit coup de bol aussi parce que sur le premier ballon qu'il touche, où finalement il crée une différence énorme en remontant 40 mètres, ça tient à pas grand-chose. Le ballon, il le rattrape de façon quand même un petit peu chanceuse et hasardeuse, mais il l'a rattrapé, c'était le plus important. Et puis derrière, on a eu l'impression que finalement, à partir du moment où il avait marqué cet essai, l'histoire était en marche et rien ne pouvait les arrêter. Les Fidjiens se sont mis à douter et on sait que ces équipes de Mélanésiens, quand ils doivent courir après le score, parfois ils sont en difficulté. Ils ont du mal à reprendre les devants, à se remobiliser intellectuellement et chercher leur leader pour rendre la victoire encore possible alors qu'ils sont menés. C'est souvent le point faible de ces équipes. Et là, ça a été criant, c'est-à-dire que le rouleau compresseur, le char d'assaut, je ne sais pas comment on peut appeler ça, s'est lancé, puis les Français sont devenus inarrêtables. Et puis, c'était un supplément d'âme qui s'est mis en branle dans le ciel de Saint-Denis. Et je dois dire que ça a lancé les Jeux Olympiques aussi d'une manière mais extraordinaire. Ouais. J'ai des copains qui étaient dans le Stade de France et pourtant, moi je n'y étais pas, mais j'ai des copains qui connaissaient bien le Stade de France, qui disent on n'a jamais vécu ça dans le Stade de France. C'était absolument indescriptible. Et en discutant après avec des gens qui connaissent pas le rugby à 7 et qui ont découvert parce que c'était les Jeux Olympiques, ils m'ont dit mais c'est génial le rugby à 7. Ah oui. En fait, c'est génial. Pourquoi c'est génial ? Il y a 2 trucs absolument géniaux. C'est que il y a beaucoup moins de joueurs et de phases statiques, donc on voit plus de courses. C'est plus facile à comprendre en fait. Il y a moins d'occasions de s'arrêter et de ne pas comprendre pourquoi on s'arrête. Or, au rugby, on sait que c'est une faiblesse pour les gens qui connaissent pas bien. Ils se demandent pourquoi tout le temps pourquoi on s'arrête, un peu comme au foot US, hein, Thierry. Et puis, l'autre truc, c'est que le délai est tellement court que chaque action est peut-être l'action de la mort. Donc, ça donne une intensité dramatique et une tension autour de chaque ballon. Et alors, quand l'enjeu, c'est la médaille d'or olympique, ben là, ça devient incandescent. On tient son truc, on est comme un fou, on a le palpitant à 130, on saute en l'air, on crie, on pleure, on s'arrache les cheveux. Et puis, quand il gagne, on saute par la fenêtre, quoi. Moi, j'étais dans un état... ça m'a pulvérisé, c'était fabuleux, quoi. Je ne peux pas dire autre chose. Exactement, le même pour nous dans notre petite famille. Et l'autre chose que j'ai ajouté sur la liste, Théo, c'est l'effet qu'on voit des joueurs, on voit le blond avec le petit ponytail, tu vois, on les voit. On les voit beaucoup plus, parce qu'ils sont exactement. Plus seuls. Tellement le terrain est grand. Voilà, donc on a le temps pour les connaître un tout petit peu. Donc merci d'ailleurs à Sam Allard, ancien joueur de 7 pour l'équipe de France, qui est venu nous préparer ici à Pacte Pot. On a fait toute une mission sur le Sevens. Malheureusement pour les filles, c'était pas la même chose, c'était exactement l'opposé d'ailleurs. Eux, ils ont démarré très fort en poule, ils ont gagné les 3 matchs, ils avaient marqué 106 points ils ont encaissé que 14, notamment en fait c'était USA qui ont mis les 14 points contre la France. USA d'ailleurs qui a fini avec un médaille, ils ont fini 3e. Pas mal, c'était Séraphine Okemba avec 4 essais dans ce match d'ailleurs. Donc, mais vraiment malheur, ils étaient face à Canada, les Canadiennes inspirées. 14-14 dans la dernière minute, dans le quart de finale. Et les Canucks, on dit ça, c'est un petit surnom de Canucks. Ils ont marqué l'essai de la gagne. Et les Canadiennes, ils ont fini en face à Nouvelle-Zélande, qui est Nouvelle-Zélande qu'ils ont gagné quand même. Mais bravo Canada. Mais malheureusement pour la France, on a fini pour 5e pour les filles. Rien à dire vraiment, parfois c'est juste le sport. Oui, c'est le sport et la déception était, je crois, à la mesure de la joie des garçons, parce que ça aurait été fabuleux d'avoir une médaille et pourquoi pas un titre, mais elles avaient été médaillées au dernier JO de Tokyo, les Françaises. Donc pour elles, la plus dure est la chute, parce que elles avaient fait un super tournoi olympique il y a 3 ans, et là, malheureusement, elles sont passées à côté d'un souffle. Hein. Tu le dis, elles perdent de presque rien contre les Canadiennes qui vont en finale. Donc ça veut dire qu'elles auraient pu presque passer. Mais néanmoins, il faut un vainqueur. Et parfois, ça tombe à côté. Et la tristesse était insondable et immense. Elles s'en remettront forcément difficilement. Mais dans les parcours de sportifs, on apprend souvent autant de ces échecs que de ces victoires. Donc, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et à Los Angeles, elles seront encore là, c'est certain. Le 7, c'est un sport qui a marqué les esprits. Là, c'est les garçons qui ont assuré, mais c'est loin d'être fini. Et je pense qu'elles auront encore des très, très beaux moments à nous offrir. Et peut-être que dans 4 ans, c'est pour les filles qu'on vibrera comme des dingues et qu'on aura envie de plonger dans le Pacifique.
Bah écoute, on va parler de ça bientôt avec notre ami Miguel Fernandez. On va parler de la future du rugby dans un épisode d'ici 2-3 semaines. Donc revenez pour ça, nos chers écouteurs. Juste un petit dernier point sur les Sevens. En fait, il y avait 6 médailles dans le rugby à 7 et en fait, c'était 6 nations qui l'ont gagné. Les habitudes, en fait, les habituels, c'est Nouvelle-Zélande et Fidji et Afrique du Sud et la France, mais aussi Canada et USA. Donc ça, c'est intéressant de voir les pays nord-américains sur la liste. Petit mot rapide aussi pour rugby fauteuil. J'ai passé un super après-midi et soirée avec mon cher Charlie. On est allé voir l'équipe de France jouer pour le 5e place. Et moi, j'ai envie de faire un épisode spécial sur ce rugby. C'était juste c'était un sacré bon moment, en fait, de regarder dans le stade avec tout ce bruit, tous ces fans. Et vraiment, là, on voit le sport pour le sport. Et c'était vraiment magnifique, un super moment. Et peut-être je garde mes réflexions pour. Moi, j'ai envie de faire des entretiens. Je pense que on pourrait faire un petit touche avec certains joueurs aussi, de les avoir sur l'émission, parce que franchement, c'était un moment magnifique, bien sûr, pour passer du temps avec Charlie, mais aussi sur un sport que je ne connaissais pas du tout, qui est un mélange de foot américain, rugby, basket, mais quand même, ce qui était incroyable, c'est que sur le terrain, c'était vraiment la banane tout le monde. Alors, le rugby fauteuil, j'en ai jamais vu en vrai, mais l'année dernière, tu te souviens, et j'en ai dit un petit mot, on avait organisé avec des amis un tournoi mondial de rugby scolaire, là, de la Heritage Cup, avec des enfants du monde entier, qui était un souvenir absolument extraordinaire. Et on avait réussi à obtenir des fauteuils, alors qui étaient des fauteuils pour valides, mais qui étaient quand même du rugby fauteuil, pour voir ce que ça a fait. Et on avait mis ça sur un terrain de hand. Bon, c'était un peu du bricolage, mais c'était très marrant de voir que pendant ce tournoi qui a duré 4 jours, un truc comme ça, avec les équipes de jeunes de partout, énormément de jeunes allaient jouer au rugby fauteuil, en étant des valides, mais ils prenaient les fauteuils et ils s'éclataient à ce jeu. Ils adoraient. Et j'ai bien vu qu'ils avaient la banane, qu'ils trouvaient ça fun, et que c'était pas un sous-sport, quoi. Ouais. Qu'ils étaient à fond et ils étaient largement aussi contents de jouer au rugby fauteuil que de jouer au rugby tout court. C'était assez Et, inspirant et incroyable. Et donc, j'aimerais beaucoup avec toi qu'on fasse une émission rugby fauteuil. Ce serait vraiment génial. et franchement, les contacts aussi, parce que tu les vois venir, un mec pendant 20 mètres qui commence à prendre des longs et qui tape l'autre avec sa chaise, c'est assez extraordinaire. C'est assez fou. Ouais, extraordinaire. Bah écoute, j'adorais les géos en général. On va juste boucler rapidement là-dessus, mais c'est quand même fou que tu deviens, tu vois, expert en escrime et judo pendant 10 jours. Tu vois, je trouve ça assez excellent. Je voulais juste partager mes souvenirs mes meilleurs souvenirs, on va dire pour moi, c'était le triplé là en BMX que j'ai vu le long de live. Tu te dis mais c'est pas possible, ils ont fini tous les trois Français 1, 2 et 3 en BMX, c'était magnifique. Avec Et cette après, photo absolument incroyable où les deux premiers se retournent en même temps pour voir si leur pote est troisième. Tu as vu ouais, cette photo qui est phénoménale parce que c'est un sport individuel, mais on voit là à quel point c'est certainement souvent du travail d'équipe aux entraînements, etc. Et c'est des potes. Et donc ils sont 1, 2. Derrière, il y a un groupe de joueurs, de coureurs et ils se retournent tous les deux pour voir si c'est bien leur pote qui est troisième. Ça, c'est fantastique. ouais, et ben, bien sûr, je suis fan de basket aussi, et donc c'était un plaisir de voir USA gagner. Et en fait, c'était pas si simple en fait pour les States en fait. Au début, les premiers matchs, en fait, c'était un peu difficile, mais aussi le final France-USA, superbe. Oui, sur les sports co, on a été quand même très gâtés. Les Français en basket ont fait un tournoi absolument incroyable. Ils ont sorti les Canadiens qui avaient annoncé très fort qu'ils venaient pour battre les Américains. Donc pour eux, ils avaient juste oublié qu'un adversaire, ça se respecte et qu'il n'y avait pas que les Américains et eux. Manque de bol, ils ont perdu contre les Français en quart. Et en demi, les Français ont battu les Allemands qui les avaient atomisés pas longtemps avant, qui les avaient battus au championnat du monde l'année dernière. Donc aller chercher là aussi la finale contre les US, qui est toujours un petit peu cet Everest, cet Himalaya. C'est encore pire que les Fidjiens en rugby à 7, quoi. C'est injouable. Et je dois dire que Stephen Curry est un mec qui te déprime, quoi, quand tu es son adversaire. C'est intolérable d'être aussi brillant au shoot. Et dans ce sport, ça fait vraiment trop la différence. Il a été monstrueux dans les moments clés. Et c'est dans ces moments-là, et c'est à ça qu'on reconnaît les très très grands champions. Moi, j'ai adoré aussi le tournoi de volley. Les Français ont conservé leur titre. Ils avaient été champions olympiques à Tokyo. Ils l'ont été à nouveau en battant les Italiens, les Polonais. Enfin, ils ont fait un tournoi extraordinaire. C'était absolument magique. Et puis à l'autre bout du thermomètre du bonheur, il y a eu le désastre absolu du hand.
qui malheureusement n'a pas réussi à accrocher la moindre médaille. Et on l'a vu, la dimension collective de cette équipe a été un échec total. C'est très frappant au moment où il faut faire des choses clés dans ce match clé qu'ils perdent contre les Allemands. On voit bien que ils prennent un temps mort, c'est la cacophonie, personne n'écoute personne, ils savent pas quoi faire. Donc pour moi, sur le hand, c'est avant tout un échec du management, du sélectionneur et de sa direction de joueurs, plus que des joueurs eux-mêmes. Bon, c'est eux qui jouent, mais pour moi, c'est avant tout un échec du leadership. Voilà. Et puis mon souvenir, moi tu le sais, je l'avais dit, j'aurais aimé que ce mec joue au rugby, hein. Teddy Riner, imagine Teddy Riner deuxième ligne ou numéro 8. Mais attends, mais ce serait géant, quoi. Et franchement, ce qu'il a fait, c'est au-delà de tout, parce qu'il a fait un tournoi pour venir chercher cette nouvelle médaille d'or. Maintenant, il dit qu'il va essayer de continuer jusqu'à Los Angeles, parce qu'en fait, il est trop passionné par son sport aussi, et il a envie d'être battu, en fait, par des mecs, et il veut pas arrêter sans être battu, il veut passer le témoin, il veut qu'il y ait des mecs aussi heureux que lui d'être champion à ce point-là, et peut-être que c'est les autres qui doivent gagner à un moment, mais il a fait un tournoi extraordinaire où ces derniers championnats, moi j'en avais parfois un petit peu marre de son judo qui était un peu défensif, qui était finalement, il était tellement fort sur les positions, sur le poids, etc. et sur la vitesse parfois plus pour défendre que pour attaquer, qu'il gagnait comme ça. Et là, il les a tous explosés, il les arrachait du sol, il les jetait en l'air. C'était fantastique. Et franchement, je crois que Teddy Riner, c'est quand même avec ce qu'est le judo comme sport de courage, de difficulté, le quotidien de l'entraînement, de la lutte permanente, l'exigence athlétique, etc. Je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un des plus grands sportifs de tous les temps, sans prendre le risque de se tromper. Et en plus, le mec a le sourire tout le temps, il se prend pas au sérieux, t'as l'impression, t'as envie d'aller boire une bière avec lui, il est Oui, cool. c'est certain. C'est magique, en fait, d'avoir des mecs comme ça qui sont tellement inspirants, mais vraiment tellement inspirants. Bah écoute, je voulais mettre un petit dernier mot pour Jérémy Turnure, en fait, qui est venu ici à Pack the Pot. Jérémy, si vous vous souvenez, pendant le Coupe du Monde, il avait fait avec Pickup Productions des audio descriptifs, en fait, des matchs. Et donc pendant les Jeux Olympiques, en fait, il a fait le même pour le rugby à 7 et aussi pour the Paralympics aussi. Donc bravo à Jérémy pour tous ses efforts de rendre le sport accessible pour les personnes qui ne peuvent pas forcément le regarder. Donc bravo pour ses efforts, c'est très chouette. Et puis le Paralympique, on en a rien dit, mais c'est pareil, c'est des telles leçons de vie. On pourrait faire 10 émissions sur tout ce qu'on voit de ces champions qui se battent avec des handicaps parfois mineurs et parfois tellement incroyables. Tu as peut-être vu ce nageur brésilien qui a quasiment pas de bras, qui a un corps tout à fait réduit par les malformations de naissance, etc., qui a le sourire, qui est un génie, qui arrive à battre des mecs qui ont plus de membres que lui, etc. Et on pourrait tellement, quand on a des problèmes, parfois se dire, mais qui je suis pour me plaindre quand je vois ce que font des sportifs paralympiques pour aller au-delà d'eux-mêmes et aller au-delà de leurs problèmes et de leurs difficultés et de croire en leur étoile. Mais je pense qu'on peut vraiment tellement apprendre de ces gens qu'il faut prendre du temps, les regarder ces championnats, les écouter des interviews. Il se passe des choses sur le terrain, il se passe des choses dans les lignes d'eau ou sur les parquets ou sur tout avec ces joueurs-là. Mais il se passe aussi des choses dans leurs yeux, dans leur voix, parce que ce sont tout simplement des gens qui nous donnent des leçons de vie, voilà, et on en a tout le temps besoin. Ouais, et tu as raison, ça se passe ces choses aussi dans les corps des jeunes aussi, parce que je vois que mon fiston, par exemple, d'un coup, il a lu le livre de Théo Corin, qui est un nageur paralympique aussi, et je vois que ça lui a vraiment motivé. Tu as bien parlé. Écoute, je pense que c'est le moment de parler un peu de rugby. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, on était là pour ça au départ. Mais bon, on était obligé de faire une petite parenthèse, Thierry, quand même. Il s'est passé trop de choses cet été. Hein. C'était obligé. Ça m'a fait plaisir de revivre ces moments de Géo. C'était quand même magnifique.
Allez, on va démarrer avec le Pro D2. En fait, le Pro D2 cette année, c'est extrêmement compétitif. Je vous invite, nos chers écouteurs, d'aller regarder FR15. C'est une chaîne anglais sur YouTube qui font des debriefs de toute la semaine en 15 minutes, tous les matchs de la semaine. Et franchement, c'est hyper bien fait. Donc, je vous invite d'aller le voir si vous voulez avoir un petit recap de tous les différents matchs. C'est en anglais, mais quand même, c'est super bien fait. Ce que j'ai noté cette année, qu'il y a énormément de joueurs maintenant qu'on aurait pu voir dans le top 14. Par exemple, il y a Courtney Laws, le grand anglais, qui est venu à Brive. À Provence, par exemple, on a George North, le fameux centre de Pays de Galles. On a Plisson aussi. À Angoulême, il y a Johnny May, l'anglais, avec 78 caps quand même. Et en fait, c'est assez incroyable. Il y a beaucoup de stars de rugby international qui sont dans le top 4, dans le Pro D2 en ce moment. Oui, la Pro D2, c'est l'antichambre du top 14. Et c'est vrai que le rugby anglais se portant assez mal, puisqu'il y a eu pas mal de faillites dans les clubs et de difficultés économiques, les championnats français, le top 14, on l'a vu et on va pouvoir en parler, avec Owen Farrell, Vunipola, enfin des joueurs quand même de très très gros calibre, Genge, etc. Mais également la Pro D2, avec notamment l'arrivée de Courtney Laws à Brive, mais Brive qui est premier pour l'instant, qui est à 3 victoires en 4 matchs, et qui vient de recevoir Aurillac, et la semaine prochaine va se déplacer à Mont-de-Marsan, qui est plutôt en queue de peloton, mais qui sera quand même obligé de gagner, donc ce sera un challenge. Et puis on a Béziers qui est juste derrière, Colomiers, la grande banlieue toulousaine, comme si on n'avait pas assez avec le stade toulousain. Et puis Biarritz et Grenoble dans le top 6. Et puis tout en bas, c'est Nice et Valence-Roman qui pour l'instant ont un petit peu de mal. Valence-Roman, 0 victoire en 4 matchs et Nice une seule. Mais à égalité de nombre de victoires avec Aurillac, Nevers et Mont-de-Marsan. Donc évidemment un championnat ouvert, mais c'est intéressant de voir que des grands noms du rugby du top 14, pour l'instant, sont les 2 premières places, Brive et Béziers. Ouais, et je mettrai un petit mot pour 2 joueurs en particulier. Je pense que c'est Ahmed, il me semble que c'est Stéphane Ahmed, qui joue à Montauban, qui franchement sur les replays, il crève des yeux parce qu'il est super rapide et il a tendance de donner le ballon juste comme il faut. Et même chose aussi pour Noah Néné, qui est à Dax. En fait, c'est un prêt de Stade Français vers Dax. Et là, quand tu le vois sur le terrain, tu vois que il est ultra puissant. Il fait des énormes débordements. C'est vraiment sympa à regarder. Donc 2 joueurs dans le Pro D2 à regarder. Allez, on va parler un peu de top 14 maintenant. Nous, on a déjà parlé de journée 1 avec Didier Planin. Donc, on revient en arrière pour parler de journée 2. On commençait avec Toulon qui a battu de justesse Castres. Après, Stade Français 34-31 contre Vannes. Donc, Vannes qui montre qu'ils sont dans le bon niveau, on va dire. Et Racing qui a battu avec la première victoire 33-20 Clermont. Ouais, alors le Racing a été 33-20, c'est un score qui est flatteur parce qu'ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle, mais ils ont eu 2 éclairs de génie en deuxième mi-temps, en 5 minutes de jeu, qui les ont fait basculer du bon côté et qui ont complètement enfoncé la tête des Clermontois sous l'eau. Mais c'était un match qui était quand même pas très très rassurant. Et puis tu parlais du Stade Français qui effectivement a eu très très chaud contre Vannes. Et c'était peut-être un avant-goût, puisque on va le dire après, mais la semaine d'après, c'est-à-dire hier, en fait, ils ont perdu à domicile contre Toulon. Donc ça veut dire qu'en 2 matchs à domicile, ils ont concédé le point de bonus défensif et perdu. Espérons que ce soit pas une alerte trop grave pour le Stade Français et pour les fans du Stade Français, mais je suis un petit peu préoccupé. Ensuite, on avait Pau qui a battu Bayonne. Ils ont pu marquer quand même 51 points. Pau, contre la première semaine, ils ont marqué que 7. 7 points, c'était tout ce que USAP a pu faire face à Montpellier. Ils ont perdu 26-7. Et après, les Loups, ils ont gagné contre Bordeaux, en petite surprise, 28-26. Oui, mais Thierry, ça te donne raison, parce que si j'ai bien écouté l'épisode avec Didier Planat, tu as dit que le Loup, tu y croyais pour cette année, toi. Donc le fait qu'il fasse tomber l'UBB, qui est quand même le finaliste, bon, certes, un finaliste étrié en finale, mais jetons un voile pudique sur cette défaite très difficile. Manifestement, ils se sont quand même remis, parce qu'il me semble être en assez bonne forme, l'UBB, mais ça veut dire que le Loup, à domicile, en tout cas, au moins, sera une équipe solide.
Bah écoute, malheureusement, il vient de perdre David Ninachvili aussi, de Loup qui va vers un Stade Rochelais. Ça nous ramène vers le dernier match de deuxième semaine, un sacré match en fait. C'était magnifique, c'était comme un final pour la deuxième semaine. C'était Stade Toulousain qu'ils ont battu 35-27. Stade Rochelais, je suis pas sûr si tu as vu ce match, mais il était franchement avec un engagement incroyable. Comme tu dis, c'était presque comme une finale. Je pense que il faut pas oublier que le Stade Toulousain a quand même chippé le titre de champion d'Europe au Stade Rochelais qu'il avait gagné 2 fois les années précédentes. Le Stade Toulousain reste sur une saison exceptionnelle et le Stade Rochelais est une équipe très revancharde qui a envie de montrer que finalement, ces 2 titres d'il y a 2 ans et 3 ans n'étaient pas des hasards et ils ont envie de montrer qu'ils sont là pour durer, qu'ils sont là pour longtemps et qu'il faut les respecter et les tenir comme des adversaires de gros calibre. Et je trouve que sur ce match-là, ils ont vraiment montré que c'était le cas. Ils ont énormément bousculé le Stade Toulousain, qui a l'habitude de faire tourner ses joueurs et qui avait peut-être pas sa meilleure équipe, mais qui avait quand même une très grosse équipe. C'est toujours costaud, le Stade Toulousain, vu la profondeur de leur effectif. Et comme tu le dis, c'était un match avec une intensité digne d'une finale. Un combat d'avant extraordinaire. Un mano à mano avec des retournements et des capacités des joueurs à ne pas céder et à ne pas se faire distancer pendant tout le match, quand on fait un match exceptionnel. Oui, et j'ai noté, bon, ils avaient un neuf, Paul Grau, un nom assez marrant à prononcer. Et après, un petit, Surtout pour on un va dire, Américain. ouais, un petit neuf japonais aussi, un Dupont japonais. Dupont d'ailleurs qui est toujours en pause pour l'instant, mais qui s'appelle Naoto Saito. Oui, Saito, qu'on avait vu à la Coupe du Monde, hein. Donc, qui est un excellent joueur. Ils ont les Japonais ont un jeu qui est basé sur la rapidité et donc ils ont souvent des numéros 9 qui sont particulièrement rapides à un poste où il faut être très rapide. Moi, je me rappelle quand je jouais, c'est quand même il y a assez longtemps, il y avait un numéro 9 japonais qui jouait à Bayonne, à l'Aviron Bayonnais à l'époque. Il faudrait qu'on trouve son nom, mais c'était un super joueur et effectivement, il dénotait un peu dans le paysage du Pays Basque, mais il était bien japonais et bien à Bayonne. Journée 3 a démarré avec Stade Toulouse contre Montpellier, ou aussi on peut dire Ramos contre Hog, avec un petit bousculade à la fin du match. Stade Toulousain qui a gagné 21-11. Clermont a gagné contre Bayonne 26-10 et Castres toujours victorieux 27-12 contre Perpignan. Oui, je dirais que sur ces 3 matchs-là, les logiques ont été respectées puisque le Stade Toulousain, effectivement, est quand même plus en forme que Montpellier, qui est une équipe en reconstruction. Clermont, dont on annonçait une année de transition, des moments difficiles, et cetera, ben, je trouve est en train de se refaire un peu la cerise. Faut pas, on l'avait enterré peut-être un peu vite, cette équipe qui a un public exceptionnel, qui a une histoire particulière avec des titres qui se sont souvent refusés à elle, hein, avec un nombre de défaites en finale tout à fait incroyable et improbable avant d'être champion. Donc on ne sait jamais. Ils ont battu Bayonne de façon quand même assez nette. Et puis Castres-Perpignan, là aussi une logique respectée. Castres, voilà, qui année après année, en dépit d'être une petite ville, s'est construit autour de valeurs quand même assez extraordinaire et aller gagner à Castres, c'est toujours un exploit. Après, c'est Vannes avec leur première victoire contre les Loups. Stade Rochelais 49-25 contre Pau. Et UBB qui ont battu T Racing Man 52-34. Mais qu'est-ce qui se passe? En plus, il me semble qu'il y avait genre 4-5 essais dans les premières 20 minutes dans ce match. Ouais, c'est un match complètement cauchemardesque pour les Racingman qui doivent vraiment se remettre en question et s'interroger parce que quand on veut rivaliser, on peut pas prendre 50 grains à Bordeaux en se faisant distancer comme une équipe, comme un promu, quoi. C'est lamentable, c'est inacceptable pour une équipe de ce calibre et pour une équipe avec cet effectif. Ça veut dire que l'UBB s'est quand même remis de sa défaite en finale. Je pense que c'est une équipe qui a des convictions, qui a un potentiel offensif extraordinaire. Quand tu vois que sur les ailes, ils ont quand même tout simplement les 2 ailiers de l'équipe de France, la charnière, même si elle est un peu B, quasiment de l'équipe de France avec Lucu Jalibert et le reste de l'équipe autour, c'est extrêmement solide. Donc on peut pas aller là-bas en faisant des tapettes sur le jeu aérien, en se posant des questions sur qui va le prendre en défense. C'est pas possible en fait. Donc
je suis quand même un petit peu circonspect qu'on puisse, avec un effectif pareil et des recrues pareilles, être aussi vite distancé par des équipes qui ont un potentiel offensif. Ça doit vraiment interroger le staff du Racing et les joueurs du Racing, parce que c'est pas acceptable d'en prendre 50 à sa première sortie à l'extérieur, quoi. Ouais, en plus, mais Lou et Bébé et Damien Penaud sur la même équipe, c'est pas très juste, en fait, quelque part. Certes. Non, mais Est-ce ils que sont intenables. Ils sont intenables. Mais néanmoins, ils étaient là en finale contre le Stade Toulousain et ils en ont pris 60. Donc, ça veut dire qu'ils sont battables. Mais il faut mettre les ingrédients nécessaires pour les battre. Il faut pas les regarder. Sinon, effectivement, c'est mort. Est-ce que tu as un petit mot pour la première victoire de Vannes? J'ai regardé ce match et j'étais tellement content parce que on l'a beaucoup dit, hein, je crois que vraiment tous les fans de rugby français espéraient que Vannes allait monter, tout simplement, pas parce qu'on détestait Grenoble ou parce qu'on adorait Vannes, mais tout simplement parce qu'avoir une nouvelle région avec une forte identité comme la Bretagne qui arrive en top 14, c'est fantastique. C'est fantastique parce que tous les Bretons qui jouent au rugby, et il y en a plein, et j'en connais, et je salue mon ami Yvon, un fan de rugby et fan de la Bretagne. Tous les Bretons qui aiment le rugby sont comme des dingues derrière cette histoire et n'ont qu'une seule envie, c'est que ça marche. Voilà. Et je pense que si ça marche, et c'est en train de marcher, toutes les entreprises et les entrepreneurs bretons vont venir apporter leur soutien à cette histoire qui peut s'écrire de manière extraordinaire. Ils ont marqué déjà leurs pattes sur ce top 14 avec une défaite honorable contre le Stade Toulousain, 2, une défaite d'extrême justesse au Stade Français, 3, une victoire contre le Loup, qui est une équipe très installée dans le top 14 depuis longtemps maintenant, avec un effectif extrêmement solide. Et surtout, ils ont ce petit plus culturel, tu l'as vu, qui est de parvenir à faire le silence absolu sur les buteurs de leur équipe ou buteurs adverses, y compris quand ils sont en difficulté, qui était un des grands marqueurs du rugby britannique sur lequel on était complètement à la ramasse, puisque nous, dans les stades, il y a tout le temps des mecs, ah, putain de chat noir, là, tu la loupes et tout ça. Bon, c'est marrant, mais en fait, c'est quand même assez minable. Et ils ont réussi en tant qu'équipe de culture, on va dire, allez, celtique, parce qu'ils sont bretons, à importer ce côté génial du rugby qui est ce côté sport de voyous joué par des gentlemen, le respect de l'adversaire, etc. Ça ne veut pas rien dire dans la société dans laquelle on est. Et on revient sur les désastres de l'été au niveau rugbystique. Et à côté de ça, on a une équipe qui vient nous montrer l'exemple. Respecter l'adversaire, c'est aussi le respecter même quand il est meilleur, l'admirer parce qu'il est meilleur et lui laisser toute sa chance et ne pas gêner le buteur adverse. Rien que ça, je trouve ça fantastique. J'espère que ça va inspirer les autres clubs et qu'on va continuer de déployer cette culture-là. Et franchement, moi j'y crois. Je pense que Vannes va faire une belle saison. Ils ont un super effectif. Ils ont fait un recrutement très intelligent. Ils ont eu une victoire tout à fait nette contre le Loup, qui a laissé passer sa chance parce qu'ils n'ont pas du tout été ridicules. Le Loup, ils n'étaient pas si loin, mais à la 60e, ils sont passés derrière parce que tout simplement, Vannes a été meilleur. Donc c'était top et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Le dernier match du week-end, c'était Stade Français contre Toulon. Un match très serré. Toulon qui a gagné 14-10. Stade Français, c'est pas le démarrage qu'ils souhaitent parce qu'ils sont à une seule victoire pour 2 défaites. Oui, le Stade Français, en fait, l'année dernière, a eu un très beau parcours, a fait un très beau championnat. Ils ont, je sais pas, même pas s'ils n'ont pas fini premier la saison régulière. En tout cas, ils ont fait une super belle saison. Il faut pas oublier que les années précédentes, ils étaient en difficulté. Et je pense que l'année dernière a peut-être un petit peu occulté les difficultés structurelles et profondes qu'il peut y avoir au stade. Donc je suis un petit peu préoccupé pour eux. C'est une équipe que j'aime beaucoup, même si je suis un ancien joueur du Racing et un supporter du Racing. Comme tu le sais, c'est pas un scoop ici, c'est pas un secret, je peux le dire. Ouais. Mais j'étais un anti-fusion total parce que j'aime les combats homérique qu'il peut y avoir entre le Racing et le Stade Français. Et le Stade Français a énormément contribué à dynamiser l'image du rugby en France depuis 97, son premier titre, retour de Pro D2, sous l'ère Max Guazzini, etc. Donc c'est un club qui laisse personne indifférent et c'est un club qui a beaucoup contribué à la force du rugby français. Donc je suis toujours un peu malheureux quand ils ne sont pas dans leur assiette. Et là, je suis un peu inquiet et j'ai été désolé hier aussi pour Louis Carbonel. C'est très cruel pour lui parce que c'est un joueur toulonnais au départ. Il est venu là et il rate complètement son match puisqu'il loupe 3 pénalités. Ils perdent que 14-10. Donc s'il avait fait 100% au pied ou même
que 2 sur 3, ils auraient peut-être gagné. Mais bon, avec Dessy, on mettrait Paris en bouteille, comme on dit. Donc en tout cas, pour l'instant, oui, c'est un peu la bouteille à la mer au niveau du Stade français. Attendons de voir la suite. Mais voilà, je suis un peu déçu pour eux. Content pour Toulon, qui est lui aussi un immense club. Et il y a de très grands joueurs. On aime beaucoup Charles Olivon, qui est aussi un capitaine respecté en équipe de France et qui a beaucoup donné et qui est parfois essentiel, comme marqueur d'essai, comme leader charismatique, etc. Donc c'est bien qu'il engrange de la confiance en club aussi. Ça fait de lui un champion et c'est aussi comme ça, dans les victoires et dans les gros moments, qu'on se construit des destins. Donc on trouve toujours des bonnes raisons pour être content quand il y a une victoire malgré tout méritée. Allez, pour semaine 4, ce week-end qui va venir, on a Perpignan contre Clermont, Lyon contre Castres, Toulon contre Vannes, Bayonne contre Montpellier, Racing La Rochelle, Pau contre Stade Français et Toulouse, Bordeaux-Bègles. Ouais, ça va encore être chaud, on va pas s'ennuyer. Non, Toulouse-Bordeaux-Bègles, ça va évidemment être la grosse affiche de cette journée, puisque Bordeaux vient de faire un carton, de passer 50 points au Racing. Toulouse, caracole en tête du championnat. Et Bordeaux a vraiment un affront à laver quand même. Donc, on va voir quelles seront les compositions, mais je serais curieux de voir comment ils vont préparer ce match-là. Tant ils ont été laminés, on peut le dire, en finale de championnat l'année dernière. Ça va être très intéressant de voir ce match. Ce sera forcément le plus intéressant de la journée. Ouais, et franchement, maintenant, tu t'en parles, j'ai envie de regarder Vannes Toulon, là. Et ensuite, les semaines d'après pour Vannes, après, c'est Racing. Et après Racing, c'est Montpellier. Et après Clermont. Tu vois, donc ça donne envie. Après Castres, c'est vrai, j'ai envie de suivre Vannes maintenant. Ça, tu m'as bien donné envie. Il faut, parce que quand on a une nouvelle région et une nouvelle identité qui arrive dans le championnat, c'est tellement d'opportunités de rencontres, de découvertes, d'avoir des écoles de rugby là-bas qui se développent, d'avoir des enfants qui jouent qu'au foot ou au tennis ou à je sais pas quoi, qui vont avoir envie de jouer au rugby parce que c'est Vannes. Et quand on est passionné par ce sport et passionné de ses vertus éducatives, on a forcément envie qu'il y ait de plus en plus de clubs où il y ait des petits qui jouent avec le ballon ovale. Et ça va en faire partie en Bretagne. Ce sera une locomotive. Question un peu américain, mais Vannes, ils ont pas genre un festival de comédie ou de stand-up ou un truc comme ça? Ça serait pas mal, non? Ce serait pas mal. Ouais, le festival de la Vanne. Ce serait bien. Alors, j'ai retrouvé, Thierry, le premier joueur japonais qui a joué dans le championnat de France, qui jouait à l'Aviron Bayonnais, contre qui j'ai joué dans début des années 2000. Il s'appelait Wataru Murata et c'était un super joueur. Et il a laissé une trace à l'Aviron Bayonnais. Donc, si on interviewe quelqu'un de l'Aviron Bayonnais, un de ces quatre, on lui demandera s'il se rappelle de Wataru Murata, ce premier joueur japonais dans le championnat de France. Bah écoute, je te laisse prononcer le nom alors. Écoute, comme toujours, un grand plaisir d'être ici, Impact Pod, avec toi, mon cher Théo. On pense bien fort à notre cher Charlie. On remercie tous nos écouteurs qui nous a contactés avec des jolis messages. On vous demande à vous, nos chers écouteurs, de partager cet épisode autour de vous pour qu'on soit dans les top 5. Il y en a beaucoup des podcasts rugby en ce moment, mon cher ami, mais on est toujours là, on est toujours dans les top 5, ça fait plaisir. Parfois, on descend dans les top 7, mais bon, si vous, nos chers écouteurs, vous pouvez partager autour de vous, ça nous fait du bien. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se verra peut-être dans 2 semaines. J'essaie d'avoir un interview avec Miguel Fernandez, notre super agent, qui est devenu super agent mondial. En fait, maintenant, il a passé, on va dire, de France Rugby plutôt à Rugby Monde. Donc, on va avoir une discussion très intéressante par rapport à le futur de rugby et le futur du sport en général. Eh bien, génial. Ensuite, on va avoir quand même les matchs de la tournée du mois de novembre. Peut-être que tu peux nous dire quels seront ces matchs, Thierry, juste pour mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs. Bien sûr, mon cher ami, on va démarrer contre le Japon, d'ailleurs, le 9 novembre. Après, la semaine d'après, le 16, ça va être contre Nouvelle-Zélande. Et on va finir contre les Argentins. Tout ça à Saint-Denis. Mais c'est des bien belles affiches, tout ça. On est toujours content de revoir les Blacks en France. Et puis, puisqu'on enregistre, nous, un lundi soir, c'était ce soir les trophées du rugby. J'ai vu quelques noms passer, donc énorme question à 100 balles. Thierry, à ton avis, qui a été élu meilleur joueur et meilleur joueur international de la saison dernière? Dupont, right? No? Évidemment, incroyable. C'est
Antoine Dupont. Et puis, meilleur staff du top 14, Toulouse. Plus bel essai de la saison du top 14, Peñassi Dukawaka. Il faut chercher ça sur YouTube. Meilleur joueur de Pro D2, Samuel Marques, qui joue avec l'équipe du Portugal. Meilleur staff de Pro D2, RC Van. Révélation de l'année, Théo Atisogbe à Pau. Meilleure joueuse internationale de l'année, Séraphine Okemba. Meilleur arbitre, il en faut, Mathieu Rénal. Meilleur joueur de l'Extenso Super Sevens, Thibaut Debaès, qui est maintenant à Vannes. Et puis le prix de l'engagement sociétal, Provence Rugby, avec un truc qui s'appelle l'école des 15. Donc on regardera ce que c'est, parce que c'est certainement intéressant. Et bravo pour leur engagement à Provence Rugby. Et bravo à tous ces joueurs qui nous font rêver. Merci Thierry pour cet épisode de rentrée. Hâte d'avoir à nouveau l'équipe de France sur le pré pour le meilleur. Et puis on pense effectivement très très fort à notre Charlie, qui nous reviendra, on l'espère, super vite. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.